Bonjour tout le monde. Donc, on continue avec le théorème de Gauss. Donc, les dernières vidéos, on avait vu comment calculer le flux du champ électrique à travers une surface fermée. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le théorème de Gauss. Donc là, je le démontre pas, je vous donne juste comment l'appliquer. Donc, le théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que le flux du champ électrique à travers une surface fermée, le flux du champ électrique E à travers une surface fermée est égal à la somme algébrique des charges qu'il y a à l'intérieur de cette surface divisée par epsilon 0. Donc, phi de E, qui n'est rien d'autre, on a vu que le flux du champ électrique à travers une surface fermée, c'est l'intégrale double du produit scalaire E ds. Donc, d'après le théorème de Gauss, ce flux-là sera égal à la somme algébrique des charges contenues à l'intérieur de cette surface-là. Donc c'est ça le théorème de Gauss. Donc, le flux égale à 0 si la somme algébrique, on peut étudier deux cas particuliers, s'il n'y a pas de charge à l'intérieur de la surface ou si la somme algébrique des charges à l'intérieur de la surface est égale à 0, ça donne un flux égal à 0. La deuxième remarque, c'est que les charges externes à la surface ne contribuent pas au flux, mais elles contribuent au calcul du champ électrique. Donc, les charges externes ne contribuent pas, externes à S, ne contribuent pas au calcul du flux. Donc, j'ai dit que les charges externes à la surface S ne contribuent pas au calcul du flux, mais contribuent au calcul du champ électrique E. Donc, pour illustrer tout ça, on va traiter un exemple. Le premier exemple qu'on va traiter, c'est comment utiliser le théorème de Gauss pour calculer le champ électrique créé par un plan de dimension infinie et uniformément chargé en surface. Donc, supposons comme exemple que ce plan-là est chargé positivement. Bon, bien sûr, le calcul est le même si le plan était chargé négativement. Tout ce qui change, c'est le sens du champ électrique. Donc, j'ai dit, on a pris un plan de dimension infinie. De toute façon, je vous donnerai après le cours sous forme PDF. Donc là, je vais écrire peu, mais je vais parler plus. Donc, le champ créé par un plan uniformément chargé en surface. Ça veut dire, uniformément chargé en surface, veut dire tout simplement que si je prends un élément de surface ds, un élément de surface ds de ce plan-là apporte une charge dq. Si je prends un autre élément de surface ds', il portera une charge dq'. Quand on dit qu'un plan ou bien une surface est uniformément chargée, ça veut dire tout simplement que le rapport dq sur ds égale à dq' sur ds' égale la charge totale de tout le plan ou bien de toute la surface sur la surface totale. Et ce rapport-là, c'est ça qu'on appelle la densité surfacique de charge qu'on note sigma. Donc là, on est dans le cas de charge. On est dans le cas d'un plan uniformément chargé en surface, donc de densité surfacique de charge sigma. Donc plan de dimension infinie et de densité surfacique de charge sigma. On veut calculer le champ électrique créé par ce plan. Donc là, c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'on a recours au théorème de Gauss. Mais avant d'appliquer le théorème de Gauss, on commence d'abord par déterminer la direction de ce champ-là. Comment est dirigé le champ créé par un plan de dimension infinie uniformément chargé en surface? Donc là, pour déterminer la direction, supposons, je veux avoir le champ créé par ce plan en un point M qui est là. Donc, si je prends un élément de surface ici, de ce côté-là, ds, qui porte une charge dq, cet élément de surface, il va créer un champ dirigé dans ce sens. On trouvera sûrement un autre élément symétrique par rapport à la verticale qui passe par M et qui va créer, j'appellerai aussi
de charge de surface ds et de charge dq et qui va créer un champ dirigé comme ça. Tel que la somme du champ créé par cet élément de surface ds et le symétrique par rapport à la verticale qui passe par le point M, le champ total créé par ces deux-là, on le voit que ça sera parallèle à la verticale au plan ou bien au perpendiculaire au plan. Je refais cette opération avec d'autres éléments. On va se rendre compte que le champ partout, en n'importe quel point, est perpendiculaire au plan. Donc ça, c'est le résultat de la symétrie. Donc par symétrie, le champ créé par un plan de dimension infinie, E, est perpendiculaire au plan. Cette donnée va nous faciliter énormément le calcul. Donc maintenant, j'applique le théorème de Gauss, je connais la direction de ce champ-là. Donc de ce côté-là, le côté, si j'appelle ça, je désigne ça comme étant l'axe des Z. Donc pour Z positif, on a le champ qui est sortant. Pour Z négatif, on a le champ qui est dirigé vers le bas, mais c'est toujours perpendiculaire au plan. Donc encore une fois, notre but, c'est d'appliquer le théorème de Gauss pour calculer le flux créé par un plan de dimension infinie, uniformément chargé en surface, de densité surfacique de charge sigma. Donc pour pouvoir appliquer le théorème de Gauss, il va falloir d'abord choisir une surface de Gauss, qui est généralement une surface fictive, c'est-à-dire c'est une surface imaginaire. C'est une surface qu'on imagine de façon à ce qu'elle nous facilite les calculs. Donc là, pour le cas du plan, qu'est-ce qu'on peut prendre comme surface de Gauss? On va prendre tout simplement un cylindre de base S et qui traverse perpendiculairement le plan et de manière symétrique. Voilà. Donc l'intersection du cylindre avec le plan, cette surface-là, on l'appelle S, qui est égale à la surface de cette base-là, que j'appelle S1, et qui est égale aussi à la surface de cette base-là, qui est égale à S2. Donc au niveau de la surface, bien sûr, on choisit un cylindre dont la base est tellement petite qu'on suppose qu'au niveau de cette base-là, il n'y a pas variation du champ électrique. Mais on sait que le champ au niveau de cette base-là est perpendiculaire à la base comme ça. Et même de l'autre côté, au niveau de l'autre base, le champ aussi est constant. Au niveau de toute la surface S2, il est perpendiculaire, dirigé vers l'extérieur. Un élément de la surface S1, on la représente par un vecteur perpendiculaire à la surface, dirigé vers l'extérieur de la surface fermée. Donc là, le cylindre, c'est une surface fermée. L'extérieur, on dirige un élément de la surface, un vecteur qui représente un élément de surface vers l'extérieur de la surface. On fait de la même chose de l'autre côté pour la base S2. Un élément de cette surface-là est représenté, un élément de surface des S2 est représenté par un vecteur des S2 dirigé vers l'extérieur. La surface latérale, un élément de la surface latérale que j'appelle DS3, on le représente par un vecteur perpendiculaire à cette surface-là. Et au niveau de la surface latérale, le champ électrique est toujours dirigé dans ce sens, parallèle à l'axe OZ. Bon, là, je représente un axe OZ dont l'origine et au niveau, je la prends au niveau du plan lui-même. Donc, pour calculer le flux du champ électrique à travers la surface totale de ce cylindre qui est une surface fermée, donc d'abord la surface du cylindre, la surface totale du cylindre, elle est composée de la surface de la base 1 plus la surface de la base 2 plus la surface latérale que j'appelle S3. Donc le flux du champ électrique à travers cette surface, qui est donné par l'intégrale sur la surface totale du produit scalaire EDS, je peux le décomposer comme étant le flux à travers la surface S1, qui est la surface de la base 1, plus le flux à travers la surface S2, c'est-à-dire la base 2, plus le flux à travers la surface latérale. Bon, déjà pour le flux à travers la surface latérale, là on voit sur cet exemple-là que E et DS3 sont perpendiculaires. Parce que l'élément surface S3, il est orienté vers l'extérieur de la surface, perpendiculaire à la surface. Donc il est perpendiculaire avec E. Donc déjà j'ai ce produit scalaire qui est égal à 0. Maintenant, le flux à travers la base 1, la surface de la base 1, on voit que E et DS1 sont parallèles. Donc le produit scalaire
Ça sera l'intégrale de E fois ds1 tout simplement. La même chose pour le flux à travers la base 2, ou bien à travers la surface S2, on a E et ds2 sont parallèles. Donc le produit scalaire, ça sera tout simplement le module de E fois le module de ds2. On a dit qu'on a pris un cylindre de dimension petite, telle façon à supposer que E est constant à travers toute la surface S1 et toute la surface S2. Donc, ce qui me permet de sortir E du signe intégral. Donc, j'aurai là tout simplement ES1, là ES2. Et comme S1 égale S2 égale à S, ça sera tout simplement 2 fois ES. Donc là, tout ce qu'on a fait, c'est calculer le flux du champ électrique à travers la surface du cylindre qui est une surface fermée. Maintenant, une fois on a calculé le flux, on applique le théorème de Gauss. Qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Gauss? Il nous dit que ce flux-là, égal à quoi? C'est égal à la somme algébrique, là j'applique le théorème de Gauss, c'est égal à la somme algébrique des charges qu'il y a à l'intérieur du cylindre divisé par epsilon 0. Quelles sont les charges qui sont à l'intérieur du cylindre? Les charges qui sont à l'intérieur du cylindre, c'est les charges qui sont contenues dans cette surface d'intersection. Quelle est la charge portée par la surface d'intersection S? Rappelez-vous pour la densité surfacique de charge. Sigma, ce sera la charge portée par la surface S sur la surface S. Donc, la charge contenue dans le cylindre, c'est tout simplement sigma fois S. Donc ici, je remplace ici, ça sera sigma S sur epsilon 0. Donc, le module du champ électrique créé par le plan, là, on a calculé un module. Rappelez-vous, quand on a enlevé le produit scalaire, on aura module de E fois le module de ds1. Donc, le module du champ électrique créé par le plan de dimension infinie, ça sera tout simplement sigma sur 2 epsilon 0. On a sigma qui est constante, epsilon 0, la permissivité du vide est constante, donc on obtient un champ qui est constant. Donc, on a dit le plan, on avait commencé par déterminer la direction du champ électrique, donc c'est un champ perpendiculaire au plan. Et là, on voit que son module aussi est constant. Donc déjà, on peut écrire que E est constant en tant que vecteur. C'est-à-dire que le champ qui entoure, créé par un plan de dimension infinie uniformément chargé, est un champ homogène. E constant, c'est-à-dire c'est un champ homogène. Bon, si je veux donner l'expression vectorielle de ce champ-là, donc pour Z positif, je peux l'écrire, si je choisis ici un vecteur unitaire K, comme ça. Donc pour Z positif, je peux écrire que E, c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0 K. Pour Z négatif, c'est-à-dire l'autre côté du plan, E, ça sera, je rajoute un signe moins sigma sur 2 epsilon 0 K. Ça, c'est pour le calcul du champ créé par un plan de dimension infinie. Maintenant, donc on a trouvé que le champ créé par un plan de dimension infinie, c'est uniformément chargé en surface, c'est un champ qui est homogène, donc il est partout le même, il est perpendiculaire au plan. Donc les lignes de champ électrique, rappelez-vous les lignes de champ électrique, ce sont des lignes telles que le champ est tangent à ces lignes-là. Donc les lignes de champ électrique, ça sera des lignes qui seront perpendiculaires au plan. Si je les représenterai comme ça. Donc maintenant, comment calculer le potentiel électrique? On passe au calcul du potentiel électrique créé par ce plan de dimension infinie uniformément chargé en surface. Donc pour calculer le potentiel électrique, on utilise la relation qui existe entre le champ qu'on a déjà déterminé, qui existe entre le champ électrique et le potentiel électrique. Cette relation est tout simplement la suivante. E égale à moins gradient de V. Donc ça, c'est une manière condensée d'écrire les trois équations dérivées partielles. C'est-à-dire que la composante suivante x du champ, ça sera moins la dérivée partielle du potentiel par rapport à x. La composante suivante y, c'est moins la dérivée de v par rapport à y. Et la composante suivante z, c'est moins la dérivée de v par rapport à z. Donc pour z supérieur à 0, c'est-à-dire pour le côté haut, on a dit que l'expression vectorielle du champ, c'était sigma sur 2 epsilon 0 fois k. Donc là, on voit très bien que le champ a une seule composante suivant z, donc les autres composantes sont égales à 0. Et donc, s'il y a une seule composante, je peux remplacer la dérivée partielle par la dérivée simple, tout simplement. Donc, ça sera moins la dérivée de v par rapport à z.
Donc, pour Z supérieur à 0, j'ai EZ, E égale à EZ, égale moins dV sur dZ, la dérivée de V par rapport à Z, et c'est tout simplement sigma sur 2 epsilon 0. Donc, de là, j'aurai dV, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0 dZ. Quand j'intègre des deux côtés, j'aurai V de Z, le potentiel en fonction de Z, ça sera moins sigma sur 2 epsilon 0 Z plus constante. Mais là, il faut faire attention, on n'a pas le droit de dire que quand on est à l'infini, le potentiel tend vers 0, parce que tout simplement, on a un plan de dimension infinie, c'est-à-dire même à l'infini, il y a des charges. Donc ça, cette expression, c'est l'expression du potentiel pour Z supérieur à 0. Pour Z inférieur à 0, c'est-à-dire le côté bas, on a l'expression vectorielle du champ qui s'écrit comme étant moins sigma sur 2 epsilon 0 K, mais la relation est la même. Donc on a E égale EZ moins la dérivée de V par rapport à Z. Donc c'est égal moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc quand j'intègre ce qui va changer par rapport à la relation suivante, j'aurai un signe plus, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est l'expression du potentiel pour Z négatif. Maintenant, si je représente les surfaces équipotentielles au plan, on voit très bien les surfaces équipotentielles. Je vous rappelle, c'est des surfaces qui sont perpendiculaires aux lignes de champ et qui ont des surfaces telles que le potentiel est le même. Donc, les surfaces équipotentielles, ça sera tout simplement des plans parallèles aux plans chargés, comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, ça sera des plans parallèles aux plans chargés et équidistants. Les surfaces équipotentielles. Donc, voilà pour l'exemple d'aujourd'hui qui est le calcul du champ créé par un plan de dimension uniformément chargé en surface et de dimension infinie en utilisant le théorème de Gauss.